Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs, les éléphants de Côte d'Ivoire ont cette fois-ci respecté leur statut de champion d'Afrique en dominant les illustres champions du monde uruguayen, score 2-1. En revanche, certains joueurs auraient perdu gros lors de cette trêve internationale, si l'on en croit à certains. Des champions d'Afrique se sont-ils mis en danger pour les prochaines échéances durant cette fenêtre du mois de mars? Et voici votre sujet du jour. Je vais le demander et Mathieu Bleu sont vos catcheurs. C'est à vous, messieurs. Salut Magat. Comment allez-vous? Ça va très bien. Allez, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, c'est le numéro qu'il faudra composer pour nous espérer nous joindre d'ici une vingtaine de minutes. Allez, gardons aussi à l'esprit le résultat du sondage dont vous aurez donc le résultat d'ici la fin de cette émission. Cholio, Mathieu Blé, on les a fait quitter avec un goût d'inachevé face au Bénin cette fois-ci. Les éléphants de Côte d'Ivoire étaient au rendez-vous. Qu'est-ce qui a changé contrairement au match face au Bénin? Ce qui a changé, c'est au niveau de l'état d'esprit. On a vu une équipe avec un état d'esprit, avec beaucoup d'engagement, une équipe bien structurée. Et quand tu regardes, il y a aussi des joueurs, il y a eu des changements effectués par Faye MS qui a fait entrer des joueurs qui n'ont pas évolué contre les Guépards du Bénin. Et puis cette équipe-là, qu'on a vu, qui a livré un très bon match, dans l'ensemble, dans l'expression collective, dans sa structuration au niveau de ses animations défensives au milieu du terrain. Et c'est vrai qu'en attaque, c'est un peu coincé sur les côtés, mais il y avait eu cette envie, beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement, et ils ont répondu présent, même dominé en seconde période. On a vu un bloc bas des éléphants, ils ont refermé les lignes, ils ont resserré les lignes, et puis au finish, il y a eu ce but-là, ce but de Doué, qui a permis aux éléphants de Côte d'Ivoire de terrasser la Céleste. Nous allons revenir effectivement dans les moindres détails pour voir ce qu'on appelle le film de cette rencontre, mais déjà, pour rejoindre le choix de demander qu'est-ce qui a changé sur l'état d'esprit, c'est bien cela où sont les hommes? Bon, moi personnellement, pour moi, l'état d'esprit, il est le même depuis la CAN. Par contre, il fallait tenir compte d'un contexte. Parce qu'après la CAN, les garçons se retrouvaient notamment face au Bénin. Et donc, face au Bénin, évidemment, c'était les retrouvailles, mais il y avait certainement l'accompagnement du capitaine Max Gradel. Donc, il fallait tenir compte de tout ce contexte. Mais cela dit, les garçons n'ont pas levé le pied, parce que même chaque fois qu'ils ont été menés, ils sont revenus au score. Ça, il faut le noter. Maintenant, à partir donc de cet avertissement aussi que les Béninois ont donné, finit donc l'accompagnement du capitaine Max Gradel. Et quand on sait un peu le statut qu'occupe l'Uruguay, avec les caractéristiques du football uruguayen, notamment de cette Céleste, les éléphants se sont mis dans leur bulle. Et je pense qu'ils ont continué donc sur la même lancée que par rapport à la CAN. L'humilité, la détermination, la concentration. Et moi, particulièrement, ce qui m'a marqué le long de cette rencontre, c'est que les éléphants, surtout, peuvent faire un très bon match et par moments s'oublier. Mais face à la Céleste, ils ont joué avec la même concentration de la première minute à la dernière minute. Et là, il y avait un nouveau contexte parce que à chaque fois, soit on était mené, on revenait au score et on prenait le large. Mais là, on a été les premiers à ouvrir le score. Ils ont mis du temps à nous rattraper. Nous ont rattrapé à la 77e minute. Notre équipe n'a jamais paniqué. Elle a gardé le même feeling. Elle a gardé la même manière de jouer, la même détermination. Et elle est restée fidèle à sa manière de jouer. Et naturellement, le corner est arrivé et on a pris le large. Donc, je vais dire que mené, rattrapé, on a gardé le même état d'esprit et on a pris le large. Donc, c'est surtout cette concentration qui particulièrement m'a plu parce que très souvent, on faisait de très bons matchs face à de grandes équipes et parfois, on s'oubliait. Mais face à la Céleste, je pense que les éléphants ont capitalisé les leçons passées et donc, naturellement, ils se sont octroyés une victoire qui fait absolument honneur à leur réputation de champion d'Afrique et une victoire qui est de nature à les booster et à les mettre résolument en confiance. Effectivement, avant donc de voir le premier but, je leur ai demandé à la 9e du jeu, comme ce qu'il disait. Hein. Alors, avez-vous le sentiment d'avoir retrouvé les champions d'Afrique? Absolument. On a retrouvé les champions d'Afrique parce que c'est vrai qu'on a eu le débat ici la dernière fois contre le Bénin. J'avais dit, et je persiste à le dire, qu'ils n'ont pas respecté leur rang. Et là, après ce match contre le Bénin, M. Faye MS, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, a accordé une interview à la presse présente en France. Il a dit, je cite, « On va se racheter et montrer
que contre le Bénin, ça a marché à l'émotion. Il y avait la présentation du trophée et l'annonce de la fin de carrière internationale de Mars Gradel. On n'a pas joué, écoutez-moi bien, on n'a pas joué comme on aurait voulu le faire et comme on aurait dû aussi le faire parce que nous sommes des champions d'Afrique. Ça, c'est Faye Hermès qui le dit après le match contre le Bénin, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, contre le Bénin, n'a pas respecté son statut de champion d'Afrique. Il a dit après le match contre le Bénin. Voilà. D'accord, là-dessus, on a compris. Adam, vous parlez donc de ce premier but, Mathieu Blé, à la 9e du jeu, avec ce joli centre mené par Wilfried Singo et le pauvre Oliveira qui marque contre son camp. Mais que dire, vraiment la qualité de passe de la part de ce garçon-là qui commence à monter en puissance de jour en jour sur le côté droit. Non, mais pour qui suit Wilfried Singo n'est pas étonné. Déjà, il a donné la pleine mesure de son talent. Non seulement il le fait en club très bien, mais il a donné aussi pendant la CAN, où parfois il a excellé comme piston, comme latéral, comme second stopper. Et il est toujours égal à lui-même. Et je veux dire, c'est ce punch-là qu'il a apporté hier aux éléphants de Côte d'Ivoire. Mais pour enchérir, pour rebondir un tout petit peu sur ce que M. Charles Diomandé vient de dire, je veux dire, tout ce qu'il a lu se résumait au contexte que j'ai souligné dès l'entame. Donc, à partir de ce moment, l'entraîneur voulait... avec ça. Oui, bien sûr, on a terminé, mais l'entraîneur voulait simplement souligner qu'une fois passé la parenthèse de la fin de carrière de Gradel et de la présentation du trophée, on revient aux choses sérieuses. Donc, c'est des choses qui arrivent, il faut savoir saisir le contexte. Et justement, ils ont saisi le contexte et ils ont fait sortir toute leur niaque, toute leur grinta. Ce qu'on attendait d'eux, les éléphants de Côte d'Ivoire l'ont démontré. Et face à une formation vicieuse comme l'Uruguay, les Ivoiriens sont restés en bloc bas et ils ont attendu les Uruguayens et ils sont sortis lorsqu'il fallait. Sur le but, là, le premier but, Singo Wilfried, désormais le patron dans le couloir droit. Mais c'est indéniable. S'il continue sur cette lancée, parce que moi j'en ris, parce que pendant des années ici sur ce plateau, j'ai dit qu'il fallait donner la chance à Wilfried Singo. On m'a traité de tout le nom d'oiseaux. Elle a mis du temps pour confirmer aussi. Non, écoute-moi, laisse-moi parler. On m'a traité de tout le nom d'oiseaux. Par rapport à Aurier, j'ai dit non, il fallait donner du temps de jeu à ce monsieur, à ce garçon-là qui a beaucoup de qualité. Et aujourd'hui, il est en train de prouver qu'il a beaucoup de qualité. Contre le Bénin, on voit la qualité de ses passes. La passe, tu te souviens de la passe qu'il a envoyée. Oui, à Jérémy Boga. Jérémy Boga. Et là, encore hier, on a vu encore la qualité de ses passes. Maintenant, ce qu'on va demander à Wilfried Singo, c'est de ne pas trop suffisant. Parce que je le trouve un peu trop suffisant, trop sûr dans ses prises de balles. Il faut qu'il soit plus concentré. S'il se concentre davantage, s'il est plus précis dans ses prises de balles, il sera un latéral droit de classe internationale. Mais maintenant, souvent, on le voit en train de jouer avec beaucoup de désinvolture. Ça peut lui jouer un sale tour. D'accord. Alors, avançons. On a vu une autre action aussi à la 32e minute de jeu, suite à une action magnifique, une passe de Emmanuel Agbadou, qui, comme on l'appelle, une passe qui casse les lignes, pour trouver donc en profondeur Jonathan Bamba qui sert Ouma Diakité, que vous avez demandé en pointe, mon cher, je l'ai demandé. Et là, qui a mis 32 minutes pour avoir une première frappe. Le garçon, qu'est-ce qui n'a pas marché pour lui, Ouma Diakité? Non, je pense qu'on ne peut pas reprocher fondamentalement grand-chose à Ouma Diakité dans cette rencontre parce qu'il a joué un rôle, on va dire, ingrat dans cette rencontre. Il était l'avant-centre. C'est un rôle ingrat. Non, je veux dire, c'est-à-dire il était le joueur qui devait être aux avant-postes, mais il était également celui aussi qui devait participer au repli lors des élans défensifs. Et c'est ce que Oumar a fait, c'est parce que c'est un garçon qui est costaud physiquement et qui est au plan souffle qui tient. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis que c'est un rôle ingrat. Maintenant, les éléphants jouaient en bloc bas, donc c'est à partir de ce moment qu'on a réussi à nous libérer et à faire, une décomposition. Malheureusement, sur le centre qui était en tout cas un bijou, il s'est un tout petit peu loupé. Comme pourrait dire un commentateur de la place, Oumar peut véritablement dépanner à ce poste. Et moi, je suis d'avis que en cas d'indisponibilité de Sébastien Haller, il serait de plus en plus intéressant qu'on le positionne dans ce poste. Il y a des gens qui sont à leur poste aussi également, qui sont là, qui sont revenir. Non. Vous avez posé la question de savoir à la 32e minute, mais je suis en train d'expliquer qu'il a fait aussi un taf au plan défensif. Il participait au repli de l'équipe. Donc, naturellement, il ne peut pas être partout à la fois. Cela dit, je pense que pour sa première expérience, il a tiré son épingle de jeu. Moi, je le note. D'accord, c'est bien noté. Allons-y, je vais le demander. Sur ça? Oui, sur Ouma Diakité. Ouma Diakité.
Oui, monsieur, j'en ris parce que... Encore oui, j'en ris parce que j'ai entendu beaucoup de choses hier. Mais je dis, honnêtement, après Allaire, Oumar Diakité mérite de jouer en position vous m'étonnez là. Non, je m'explique. Parce que hier, sur le match d'hier, franchement, j'étais très ravi de son jeu, son déplacement, sa façon de rechercher la profondeur. J'ai vu un garçon qui a apporté de la présence. Il allait au pressing, il était dans le repli défensif. Mais malheureusement pour lui, les deux ailiers n'ont pas envoyé assez de ballons dans la surface. Et même le ballon de Wilfried Senghor qui vient, la tête qui place, il a eu deux occasions en position d'avance dans une défense rigueuse de l'Uruguay. Il a eu deux occasions. Et déjà, à ce niveau-là, il se crée des occasions de but. Moi, je pense qu'il faut l'essayer, il faut continuer de l'essayer là, lorsque Allaire n'est pas là, et lui envoyer des ballons, il va marquer. Parce que pour moi, hier, j'étais vraiment préoccupé par son jeu d'ensemble, sa façon de bouger sur le terrain, ses appels de balles, et sa présence, surtout, il a apporté de la présence, et il s'est créé des occasions de but. Moi, je pense que, pour moi, franchement, Faye doit encore continuer à laisser à ce niveau-là. Il peut apporter beaucoup de choses à l'équipe de Côte d'Ivoire. On verra bien, il y a beaucoup d'attaquants aussi également qui pourraient revenir, hein, comme Datro Fofana, Bayo Vakoun ou même Mohamed Bamba. Ce sont des solutions aussi. De Lorient, effectivement. Alors, parlons donc de légalisation, hein, qui intervient à la 77e du jeu. Vous l'avez dit, à un moment donné, on était en bloc bas. Et quelle passivité défensive, là, cette passe pour Federico Vinas. Ben voilà, et les Uruguayens reviennent dans la partie un peu partout. Qui a fautif sur l'action à ce moment-là? Non, moi je de marquage. Non, moi je ne peux pas accuser quelqu'un sur cette faute. Vous savez, parce que c'est une phase de jeu où depuis un certain moment on subissait la pression uruguayenne. Vous comprenez un peu? Dans tous les cas, un match de foot, à un moment donné, à force de tricoter, on finit par trouver la solution, moi je pense. Mais cela dit, malgré donc l'égalisation de Federico Vinas, on ne peut pas incriminer individuellement un défenseur. Ils ont réussi sur l'action de jeu à prendre à défaut notre défense. Ce qui arrive aussi en football comme nous aussi. On a eu l'opportunité par moment de les prendre à défaut. Donc ce que je veux dire, on ne peut pas vraiment incriminer quelqu'un. Et moi je pense que à l'issue de ces 90 minutes réglementaires, notre défense, en tout cas, a été très à la hauteur, a sorti un grand match, notamment un garçon comme Emmanuel Agbadou, qui retrouvait la sélection. D'accord, on va s'arrêter à ça, absence. effectivement. Alors, sur l'égalisation, lui, il ne veut pas se mouiller, effectivement. C'est pas que je ne veux pas me mouiller, mais je lui dis, on ne peut pas absolument incriminer quelqu'un parce que ça a été une phase de jeu bien menée, comme ça arrive au football. D'accord. Moi, je pense que quel est votre avis là-dessus? La Céleste a égalisé dans ce moment fort. D'accord. Là, à ce moment précis, on a senti le but venir. Parce que nous, nous acculés, on était bloc bas, on était aboutés sur nos lignes arrière. On a senti le but venir. Pour ceux qui ont bien suivi le match, à cette période, à ce moment précis-là, on était largement dominé par cette équipe de la Céleste. Et moi, c'est fort logiquement qu'ils sont revenus au score. Mais là, quand tu regardes ta combinaison qui a été effectuée dans le cœur de la défense ivoirienne, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs de marquage. Mais une chose est sûre, on ne peut pas incriminer un joueur. Là, je suis d'accord avec vous. Erreur de marquage, oui, effectivement. Voilà. Alors, parlons donc de légalisation. Désormais, habituons-nous avec Emes Faye dans le Money Time, même si, bon, ça, c'est un peu à la 84e du jeu, avec ce corner envoyé par le Prince Adingra, donc du Gontogo, pour Guela Doué, qui marque un but d'attaquant. Mais c'est extraordinaire, ça. Effectivement, il a marqué un joli but qui a permis à la Côte d'Ivoire de terrasser la Céleste. Mais au-delà de cela, c'est les changements qui ont été effectués, c'est le bon coaching de Faye MS. Et là, vous voyez que la Côte d'Ivoire a reçu un grand coup face à l'Uruguay en terrassant le 11e au classement mondial FIFA. On n'a pas besoin d'un sorcier blanc on n'a pas eu besoin d'un sorcier blanc pour terrasser l'Uruguay. Donc, Faye MS hier a fait preuve de beaucoup de maestria. Son coaching a été gagnant. Il a effectué les changements qu'il fallait. Et lorsqu'il a vu aussi que son équipe était largement dominée, la Céleste avait le ballon. Ils ont tenu le ballon, ils nous mettaient la pression. On a vu une équipe de Côte d'Ivoire qui était tactiquement bien en place, bien regroupée, qui a resserré ses lignes. Donc là aussi, c'était un choix tactique très fort, puisque à ce moment précis-là, les Uruguayens avaient le match, contrôlaient la partie. Et je pense que les choix qui ont été effectués, Faye MS a fait de très bons choix. C'est dans la continuité de la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne parle pas du match contre le Bénin, qui était un match loupé. Maintenant, là, il s'est ressaisi, il a fait un bon
travail. Alors finalement, n'est-ce pas une victoire surprise des éléphants de Côte d'Ivoire? C'est une victoire méritée? Ben non, pour moi, ce n'est pas une victoire surprise. D'accord. On est quand même champion d'Afrique où on a démontré un certain nombre de Bon, le choses. 39e mondial face au 11e mondial Oui, également. ben je veux dire, on était dans une autre réalité au moment de ce classement. Et après, on est devenu champion d'Afrique, on a développé des certitudes, on n'a jamais eu un problème de talent. Donc, quand on voit les deux équipes avec les individualités, je vais dire qu'on n'est pas à la ramasse. Donc, personnellement, pour celui qui suit bien les éléphants de Côte d'Ivoire, je dis que on avait moyen de faire un match face à l'Uruguay. Moi, ce que je redoutais, mes appréhensions étaient que est-ce que les éléphants vont jouer concentrés? Est-ce qu'ils ne vont pas s'oublier? Est-ce qu'ils ne vont pas répéter un certain nombre d'erreurs qui les a caractérisés à un certain moment? Fort heureusement, hier, ils ont été à hauteur à tout point de vue. Donc, je pense que moi, personnellement, le score ne me surprend pas. Je pense que même j'aurais peut-être eu des regrets si on restait à ce nul. Et c'est à ce niveau que je voudrais surtout saluer le coaching du coach Emerse Faye et saluer également le dépassement de fonction parce que c'est ce dépassement de fonction qui nous permet évidemment de prendre le large. Donc, personnellement, je ne suis pas surpris. Et plus on va travailler, plus on va monter en puissance et on va rivaliser d'ardeur avec des nations beaucoup plus capées. D'accord, alors l'équipe dans son ensemble s'est très bien comportée. Sommes-nous donc capables de dire, pardon. Après donc, les deux matchs amicaux face au Bénin et face à l'Uruguay, avez-vous senti des joueurs en danger lors de cette fenêtre internationale? C'est la question du jour. Alors, des champions d'Afrique se sont-ils mis en danger pour les échéances prochaines lors de cette fenêtre du mois de mars? Ça fait débat entre Charles Demandé et Mathieu Blé. Nous vous écoutons, Charlio. Non, moi je pense que les joueurs ne se sont pas mis en danger. C'est des matchs de préparation, c'est des matchs amicaux. Je pense pour moi, je reste là d'abord, c'est ma première réponse, on attend le débat. Mais des matchs amicaux, vous avez voulu qu'on gagne le Bénin, hein? Oui, justement, mais tu dis que c'est des matchs amicaux? Absolument, oui, je suis d'accord avec toi. J'ai voulu qu'on gagne le Bénin, mais je dis que les joueurs ne sont pas mis en danger. Voilà. D'accord, ok. Et vous, qu'en dites-vous? Non, je pense au sorti de cette fenêtre? Au sorti de cette fenêtre, pour ce qui nous a été donné de voir, comme on dit souvent, les matchs amicaux sont des occasions pour tester des joueurs qui n'ont pas souvent le temps, qui n'ont pas souvent l'opportunité de jouer ou de tester de nouveaux venus. Et donc, à l'issue de ces deux matchs, pour ce qu'on attend, parce qu'aujourd'hui, l'équipe nationale, elle est de plus en plus concurrentielle, on a beaucoup de joueurs. Donc, quand on a la chance d'être en sélection, il faut se mettre tout de suite à niveau. Parce qu'une équipe qui est forte, c'est elle qui a un nivellement de valeur, de telle sorte que lorsque le titulaire sort et l'alto bleu qui entre, il n'y ait pas trop un décalage. Donc, à ce niveau, quand je regarde certains postes, je dis qu'il y a certains qui sont dans une certaine délicatesse au regard de leurs prestations relativement aux titulaires qui ont évolué. Et donc, tout à l'heure, quand on va évoluer, on ira de plus en plus en profondeur. Est-ce que tu peux me citer les joueurs? Non, ça va vous poser la question, je vais le demander. C'est moi qui pose la question ici et vous répondez. D'accord? Non, ne vous inquiétez pas. L'autre question que j'ai pour vous, alors, forcément, lors des matchs, matchs officiels, des matchs amicaux, forcément, il y a des joueurs qui marquent des points et il y a des joueurs qui ne marquent pas des points. C'est ce qui semble dire. Oui, absolument. Je suis d'accord avec vous. Dans ceux qui n'ont pas marqué de points sont en danger? Non, pas forcément. Pas forcément. C'est pourquoi je dis il faut qu'on allons sur des cas précis. D'accord. Voilà. Quand vous êtes pressé, vous mettez donc la charrue avant le bœuf. Allons-y déjà, Mathieu Blé. Qui sont les joueurs qui n'ont pas marqué de points? Moi, personnellement, je me suis attardé donc sur 3 joueurs, notamment le jeune défenseur Ousmane Diomandé, que j'apprécie bien, le latéral gauche Chetser Diallo et donc le demi-défensif Idrissa Doumbia. Pour revenir sur Ousmane Diomandé, c'est vrai qu'il a fait une entrée fracassante dans la sélection, mais déjà, à la CAN, on l'a senti un tout petit peu emprunté. Donc, je m'attendais à la faveur donc, de ces matchs amicaux, notamment face au Bénin où il a été aligné, de voir Ousmane Diomandé que j'ai vu face au Comores, qui était beaucoup plus libéré, qui nous a rassurés par la qualité de ses relances. Mais là, j'ai vu un Ousmane un peu timoré et surtout qui excelle de plus en plus dans les relances latérales. Maintenant, quand je dis qu'il y a danger à l'horizon, c'est relativement aux joueurs aussi qui bousculent la hiérarchie et qui viennent de faire leur entrée. Au contraire d'un Agbadou Emmanuel qui a donné des gages d'assurance au plan relance parce qu'il a cette caractéristique pour casser les lignes. Il est impressionnant physiquement. Dans le duel 1 contre 1, c'est un monstre. En tout cas, Agbadou vient, il monte en puissance. Et quand je compare la prestation de Agbadou et de Ousmane, je me dis qu'à l'heure actuelle, Agbadou a bien fait meilleure allure.
Voici m'arrêter ses arguments. à ce cas. Il a parlé de 3 joueurs, Diallo Chester, Ousmane Diomandé et Idrissa Doumbia. Commençons par le défenseur central, Ousmane Diomandé. Voici ses avis. Vous êtes d'accord avec lui? Moi, je dis non. Moi, je pense que Ousmane Diomandé n'est pas en danger. D'accord. Il n'est pas en danger parce que d'abord, c'est un jeune joueur qui a 20 ans. C'est un garçon qui a joué seulement 7 matchs avec l'équipe de Côte d'Ivoire, un but. Il est arrivé en septembre dernier. C'est vrai qu'il a disputé sa première Coupe d'Afrique des Nations. Son dernier match, c'était contre le Nigeria qu'on a perdu 1-0. Après, on l'a plus vu dans le 11 type de l'équipe de Côte d'Ivoire jusqu'au match contre le Bénin. Où il n'a pas été trop rassurant, il faut le dire. Ah. Oui, non, j'arrive, mais c'est pas... Non, tu peux rater un match. Hier, Mbappé, il a eu 3 sur 10. Hein. 3 sur 10 comme chose. Mbappé a eu 3 sur 10. Il a raté son match hier. Ça veut dire que non, un joueur peut rater un match. Parce qu'il est arrivé contre le Bénin, il n'a pas été excellent, mais ça ne veut pas dire que c'est fini pour lui. Moi, je pense que Ousmane Diomandé, aujourd'hui, il fait partie des défenseurs africains réclamés par toutes les grosses écuries européennes. C'est un garçon qui est jeune, qui va se bonifier. Lorsqu'il va franchir notre partie, qui va se bonifier. Moi, je pense que ce garçon-là, il peut apporter beaucoup à cette équipe de Côte d'Ivoire. Même les Odillon, leur début en équipe de Côte d'Ivoire, ils n'ont pas cassé la baraque un coup. On a tous suivi ça. Même, vous savez, après l'exemple de Mandela Agbadou, on a vu un peu ses débuts hésitants avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il a été titularisé contre l'Uruguay. Il a fait un bon match. Donc moi, je pense que, pour moi, Ousmane Diomandé n'est pas en danger. Ce qu'il dit, c'est pas fauché également. Emmanuel Agbadou qui n'était pas à la CAN. Donc quand il revient en revanchard. Il veut prouver. C'est différent d'un garçon comme Ousmane Diomandé qui, selon donc certains observateurs, avait provoqué le penalty face au Nigeria. Finalement, peut-être qu'il est en train de suivre le garçon partout comme son ombre. Déjà, dire qu'un joueur en danger, oui, ça ne veut pas dire qu'on l'extrait automatiquement de la sélection. Ça, je voudrais déjà faire cette précision. Mais quand vous dites en danger, là, c'est quoi? Quand on dit qu'il est en danger, il est en délicatesse. Potentiellement pour ne pas venir. Voilà, il est en délicatesse. Mais je veux dire, de facto, on devrait aussi souligner que ça ne veut pas dire qu'on l'extrait de la sélection. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'il est dans une pente descendante, décroissante. C'est ce que nous disons. Donc il faut que cela soit souligné. Et revenons, si on revient au cas Agbadou... Ousmane Diomandé, c'est ça? Non, je dis si je reviens au cas Agbadou qu'il a souligné tout à l'heure. Oui. On a été naufragé, par exemple, je pense que c'était en Zambie, avec 3-0. 3-0. Oui. Mais je veux dire, c'est vrai que c'était un naufrage collectif, mais il n'emportait pas l'entière responsabilité, ou ce n'était pas de son fait. D'ailleurs, il est rentré en seconde période. Vous comprenez? Donc je veux dire, cette défaite n'a nullement mis en doute et en cause ses qualités. Il fut un moment où on avait des défenseurs qui étaient au top et dans leurs prestations, ils étaient irréprochables. Permettez que je finisse. Permettez que je finisse la question pour ne pas oublier. Alors, Ousmane Diomandé, quel est le match où il porte l'entière responsabilité, par exemple, d'une défense ivoirienne? Je n'ai jamais dit qu'il portait l'entière responsabilité. Vous avez parlé d'Emmanuel Agbadou qui n'a pas porté la responsabilité, oui. C'est pourquoi c'est souvent dangereux d'interrompre. Je suis en train d'expliquer que quand Ousmane est venu, il nous a mis sur des standards très hauts. D'accord. Vous comprenez? Ses premières apparitions, on se souvient. Jusqu'à ce qu'on arrive à la CAN. À la CAN, je suis de ceux qui pensent qu'il n'est pas aussi... Il n'a pas été aussi malencontreux. Mais je veux dire, les standards auxquels il nous avait habitués, il n'est pas resté sur ces standards. Et malheureusement, par exemple, dans la rencontre face au Bénin, il est, on va dire, sur une pente descendante relativement à ses prestations et par rapport à ce à quoi il nous a habitués. Ouais. Au contraire, d'Emmanuel Agbadou qui arrive et tout de suite qui enclenche les hostilités, qui est rassurant à tout point de vue. Or, sachant que dans cet axe central, on a des garçons comme Evan Ndika, on a des garçons comme Odilon Kosonou, on a des garçons comme Willy Boli et Ousmane Diomandé. Quand on fait cette somme et quand on regarde les différentes prestations en ce moment, s'il devait y avoir sélection, je me dis que les prestations qu'il est en train de livrer depuis un certain moment, le mettre en délicatesse, le dire, n'est pas remettre en cause la qualité et le potentiel du garçon, mais nous soulignons que, outre le potentiel et les qualités, il faut bien les exprimer à chacune des sorties. Or, la sélection, malheureusement, n'attend pas. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont performants aujourd'hui, qui expriment mieux leur talent, sont obligés de prendre la place. C'est ce que je suis en train d'expliquer. D'accord. Mais ce que je ne comprends pas. Avant de vous donner la parole, si vous le permettez, nous allons rappeler donc, le numéro de téléphone, car ils sont nombreux, ceux qui veulent participer à cette émission, qui veulent aussi également des tchatcheurs, via donc le téléphone 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Allez, allons-y. Quand on dit qu'ils sont en danger, c'est en danger par rapport à quoi?
à l'équipe nationale, ils vont perdre leur place en équipe nationale. Exactement. Ils ne vont plus être appelés par les sélectionneurs. C'est de ça qu'il s'agit. Exactement. Mais cela, j'ai dit non. Tout à l'heure, il disait que Ousmane Demandé, ce n'est pas seulement la CAN. Il ne met pas un point d'honneur sur ses prestations de la CAN. Mais après la CAN, il vient jouer un match contre le Bénin, où il n'est pas mauvais. Il n'est pas aussi très bon, mais ça ne peut pas mettre en cause sa présence en équipe nationale. Selon lui, Emmanuel Agbadou qui vient, il fait des bons matchs également. Justement, mais Emmanuel Agbadou il a fait un bon match contre l'Uruguay. Certes, on salue ça, mais c'est toujours bon. C'est toujours bon. Il y aura Emmanuel Agbadou, il y aura Ousmane Demandé, il y aura Ndika, et là, la concurrence va se jouer là. Maintenant, j'arrive. Tout à l'heure, il a cité l'exemple de Diallo Chester. Diallo Chester, il a joué depuis qu'il est arrivé en équipe nationale. Ousmane Demandé pour le moment. Ousmane Demandé, d'accord. Voilà, ok. D'accord. Allez, le temps de faire un tour à Bongouanou, retrouver notre tout premier intervenant. Monsieur Nzoué, c'est l'heure à vous et bienvenue. Ah oui, monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Oui, salut. Salut, monsieur Nzoué. Alors, la question du jour, des champions d'Afrique se sont-ils mis en danger pour les prochaines séances lors de cette fenêtre du mois de mars? Pour ma part, je constate qu'il y a des personnes, des joueurs, qu'il faut que notre attaque, mieux l'attaquant de pointe, manque de balles. Monsieur Nzoué, la question, c'est est-ce que des joueurs se sont mis en danger? Je vais citer des joueurs. Allons-y. À l'heure, à manquer de balles parce que certains joueurs. Et hier Pépé et Jonathan Bamba n'ont même pas permis aux jeunes qui en attaque de recevoir des balles. Oumar Diakité. Oumar Diakité, merci. Ouais, non? Tout le temps, ces deux ont joué, aucune balle n'est arrivée là-bas. Je pense qu'il faut penser à leur demander de faire autre chose, sinon, je pense qu'il faut trouver des personnes qui peuvent faire ce rôle-là. Parce que la Côte d'Ivoire souffre depuis des années de manque de balles dans la zone. D'accord. En a manqué, d'autres attaquants ont manqué de balles là-bas. D'accord. Donc moi, je pense à Pépé, qui doit se revoir complètement, et l'autre, Jonathan Mamba, qui était là hier. Merci beaucoup, monsieur. Il y a quand même de Jérémy Boga, qui n'envoyait jamais la balle là-bas. Il gardait trop la balle. Moi, il voit trois joueurs, Jérémy Boga, Pépé et Jonathan Mamba, qui font qu'on n'a jamais la balle dedans. D'accord. Si nous avons tous constaté hier, lors de la première mi-temps, qu'aucune balle n'arrivait là-bas parce que s'il en était là, après on a eu plein de balles. Donc je pense qu'il faut qu'on revoie ce côté-là. D'accord, merci beaucoup, M. Nzoué, qui nous appelle donc de Bongouanou. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Sébastien Haller n'était pas là, effectivement. D'où d'ailleurs, on a eu Oumar Diakité à la pointe de l'attaque. Et Jérémy Boga n'a pas joué ce match d'hier. Mais par contre, il était là face au Bénin. Mais comme on parle effectivement du fenêtre du mois de mars, donc je suis d'avis avec vous là-dessus. Oui, allons-y. Là, maintenant, on parle de Diallo Chester. Il dit que Diallo Chester, par exemple, n'a pas marqué donc de points. Il est aussi en danger. Moi, vous dites non? Je dis non, il n'est pas en danger parce que tu ne peux pas juger un joueur sur un seul match. Franchement, c'est sa première titularisation contre le Bénin. Emmanuel Agbadou, c'était sa première titularisation hier? Oui, mais tous les joueurs ne sont pas les mêmes. Donc, hier, qu'on appelle Jérémy Boga, qui a raté son match contre comment on appelle, le Bénin, on doit l'écarter de l'équipe nationale? Je lui pose la question tout à l'heure. Non, est-ce qu'on doit l'écarter de l'équipe nationale, Jérémy Boga? J'ai dit non, Diallo Chester, on peut lui accorder des circonstances atténuantes. Lesquelles? Mais c'était son premier match comme titulaire en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas juger un joueur sur un seul match. On veut le revoir encore sur un ou deux matchs avant de le juger. Parce qu'il a joué un match contre le Bénin où il n'a pas été bon, aussi mauvais. Donc c'est fini, il faut le jeter à la poubelle. Je dis non. Il faut laisser ce garçon-là continuer sa progression avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il était champion d'Afrique, il est dans le groupe. Mais moi, je dis non, on ne peut pas le juger sur un seul match. Ce n'est pas possible. D'accord. Direction a coupé. Ça a coupé, c'est bien cela? Retrouvez M. Youma. D'accord. Salut à vous, monsieur. Monsieur Youma, vous êtes en direct dans l'heure des tchatcheurs. La question du jour est: des champions d'Afrique se sont-ils mis en danger pour les prochaines échéances? Bon, d'accord, on l'a perdu, monsieur Youma. Vous pouvez donc tenter de nous rejoindre 27 21 59 93 99. Selon Charles Demandé, c'est un seul match, il a été titulaire, il faut comprendre. Il a des circonstances atténuantes, il vient d'arriver, effectivement. Bon, peut-être qu'il a été tétanisé par l'enjeu. Il faut être un peu regardant là-dessus pour lui donner peut-être une chance 2 ou 3 fois encore à venir et non dire qu'il est en danger déjà tout de suite, après un match. En fait, bon, quand on dit être en danger, ça suppose évidemment que tu peux sortir de la sélection, tu peux perdre ta place de titulaire. Voilà un peu déjà. Exactement. Maintenant, être en danger, et le souligner aujourd'hui, c'est aussi rendre service. À quel niveau vous rendez service? Mais justement, pour que les concernés, par exemple, se réveillent. Quand je prends par exemple Ghislain Kounan,
dont il est la doublure. Vous comprenez un peu? Quand je regarde la prestation qu'il a servi, je pense que l'écart est trop grand. Vous savez, ici, malheureusement, on n'est pas dans un contexte de club. Mais nous sommes dans un contexte d'une sélection. C'est-à-dire l'équipe d'un pays, et on a souvent la chance d'avoir dans le pays beaucoup de joueurs. Au jour d'aujourd'hui, si on n'en avait pas plusieurs dans le profil, on peut se dire. Mais quand vous voyez un garçon comme Opéry, du Havre, quand vous voyez ses prestations, je me dis que son niveau... Opéry n'a pas encore joué en sélection. Je suis d'accord. Non, mais ce que je juge, c'est les prestations que je juge. Quand je vois, par exemple, Opéry évoluer, je me dis que son niveau colle un tant soit peu automatiquement à celui du tuteur Ghislain Kounan. Par contre, entre Chester et Ghislain, il y a une grande différence. Parce que ce qui fait la force d'une très bonne équipe et d'une grande équipe, c'est le nivellement, je vais dire, des valeurs. De telle sorte que quand un sort et qu'un autre entre, on ne sent pas de rupture. Regardez aujourd'hui sur notre côté droit. Malgré la forme supersonique de Wilfred Singo, mais quand on a vu le petit Guéladoué, on se rend compte que le nivellement des valeurs, il n'y a pas un aussi grand écart. C'est surtout ça que je veux souligner. De telle sorte qu'aujourd'hui, on peut jouer avec Guéladoué et puis ne pas être véritablement inquiet et ne pas sentir fondamentalement l'absence de Singo. C'est ce que je souligne. Là, par contre, quand je fais le comparatif Schetzer, Kounan, je pense que l'écart est trop grand. À partir de là, quand Kounan n'est pas là et qu'on a affaire à des adversaires d'envergure, ça peut nous créer d'énormes problèmes. C'est ce que je suis en train de souligner. Exactement. Il y aura la réplique tout à l'heure, j'aurais demandé. C'est ce étant dit, direction la capitale politique. Retrouvez M. Ouattara Adama. Salam, M. Ouattara. Oui, bonjour, M. Magad. Comment allez-vous, Ayam Sokro? Oui, ça va très bien chez vous. Super bien, merci. Alors, la question du jour... Bonjour à tout le monde sur le plateau. Oui, salut, M. Ouattara. Messieurs, vous êtes salués. Des champions d'Afrique se sont-ils mis en danger pour les prochaines échéances lors de cette fenêtre du mois de mars? Ah non, non. D'abord, il faut les féliciter. Parce que quand on prend d'abord contre les Bénin, comme vous avez regardé un peu, non, les différents latéraux ont joué très bas. Et hier, on a trouvé quand même des latéraux offensifs. Donc hier, contre le Bénin, on ne peut pas accuser ces latéraux. Même Senghor n'était pas au milieu de sa forme contre le Bénin. On a trouvé quand même qu'il était très bas. Après hier, il faut saluer tout le groupe. Il faut saluer tout le groupe, que ce soit ceux qui ont... c'est vrai qu'il y a eu 7 changements hier de la part des Faye. Mais c'est ça aussi, on a pas un entraîneur. Il a fait venir tout le monde, c'est des matchs de préparation. Il fallait voir tout le monde en livre. Donc, il a fait quelques changements hier, plusieurs changements hier contre l'équipe d'Uruguay. Mais pour l'ensemble, il faut dire pour l'ensemble, les joueurs que le coach a convoqués hier, pour moi, que ce soit contre le Bénin, parce qu'on ne paie pas. On était mené 2 fois, on a su revenir. Ça veut dire sur le plan mental, les joueurs ils étaient vraiment costauds. Et hier, contre l'équipe d'Uruguay, qui est 11e mondial, on arrive à les faire tomber. Donc, les joueurs, ils se sont pas mis en danger, mais au contraire, ils ont rassuré les places. Parce que pour moi, la plupart des joueurs qui étaient là contre l'équipe de Bénin, contre l'Uruguay, vous allez voir que lors de nos prochains matchs, la plupart de ces joueurs seront encore là parce qu'ils ont prouvé sur les 2 rencontres pour moi. D'abord, sur le plan mental, en termes de jeu, ils étaient vraiment très bien organisés sur le plan tactique. Pour moi, il faut retenir quelque chose, c'est que tout ne peut pas être en match de football, c'est au niveau offensif. Parce que les ailiers qui ont commencé hier, pour moi, il y avait plusieurs solutions d'envoyer des ballons. Dakitoma a fait plusieurs appels où il n'y a pas eu de ballons. Donc c'est Jonathan Bamba et Pépé, il faut les demander d'envoyer plus de balles quand ils sont titulaires, tout simplement. Merci à vous, M. Ouattara Adama, qui nous appelait donc de Yamoussoukro. Alors, avant donc de vous poser la question sur le cas Diallo Chester, ça revient, hein, ça fait le deuxième appelant qui parle toujours de Jonathan Bamba et Nicolas Pépé. Et êtes-vous d'avis avec... parce que c'est la majorité des Ivoiriens aussi également. Hein. Non, mais hier même... ils ne sont pas en danger, ces deux-là, par exemple? Non, ils ne sont pas en danger. C'est vrai que c'est hier, face à la rigueur, aux 2 latéraux uruguayens qui étaient bien en place, qui défendaient très bien. C'est vrai qu'ils ont manqué de percussion, ils ont manqué de vitesse. On connaît la qualité de Nicolas Pépé. On sait qu'il peut aller au-delà de ce qu'il a montré hier. Jonathan Bamba, on connaît aussi sa qualité. On sait aussi qu'il peut aller au-delà de ce qu'il a montré hier. Maintenant, sur le match d'hier, c'est vrai, on ne l'a pas senti, ils n'ont pas apporté la percussion, ils n'ont pas envoyé des ballons à Diakité Ouma. Mais là, c'est des choses qui doivent pouvoir rectifier ensemble avec le sélectionneur qui vont le faire. Parce que je me souviens très bien d'une causerie de Hermès Payet pendant la Coupe d'Afrique des Nations où il demandait à ses ailiers, à ses joueurs de couloir d'envoyer des ballons dans la surface. Parce qu'en insistant, en envoyant des ballons dans la surface, forcément, aller où Diakité Ouma ou Adengra pouvait faire la différence. Donc je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut rectifier les choses. D'accord. Direction Yopougon, on retrouve M. Yao qui veut aussi également donner son avis. C'est là, vous, M. Yao? Effectivement, bonjour M. Magat, bonjour à M. Tualio Demandé et à l'autre invité. Bonjour. M. Mathieu Blé. Allez, nous écoutons.
Oui, et donc, lorsque notre invité dit qu'on a de quoi s'inquiéter, je pense qu'il n'a pas tort, parce que le jeune Ousmane Diomandé, par 2-3 fois, n'a vraiment pas donné satisfaction. Et je voulais citer aussi Nicolas Pépé, qui vraiment, depuis fort longtemps, il peine à retrouver ses matchs. Et également parler de Jérémy Boga. Hier, la situation que nous avons vécue, Diakité n'a pas été servi parce que les deux ailiers qu'on avait, Nicolas Pépé et Jonathan Damba, ont eu du bal dans l'axe. Et donc, raison pour laquelle nous n'avons pas eu assez d'occasions, Diakité n'a pas pu briller. Alors, je pense que Ousmane Diomandé, quant à Ousmane Diomandé, Nicolas Pépé et Jonathan Damba, ce sont des personnes qui doivent redoubler d'efforts, au risque de perdre leur poste. Parce que si la commune s'est lancée, je ne pense pas qu'ils puissent garder leur poste. Et donc, je voulais vous dire merci pour cette émission et bonne chance encore à la Côte d'Ivoire. Merci à vous, M. Yao, qui nous appelle de la commune de Yopougon. Pour revenir sur le cas Diallo-Chester, comme Charles Demandé l'a dit tout à l'heure, c'est un seul match. Et puis on revient également, champion d'Afrique et tout ça également. Bon, voilà. C'est un peu difficile, non? Parce qu'ils étaient sous forme d'accompagnateurs lors de cette CAN-là. Bon, c'est la première fois qu'il est titulaire maintenant et tout ça. On peut lui considérer non, cela. le problème, c'est pourquoi j'ai été précis en disant que mais qu'est-ce que vous le reprochez justement dans le jeu? Là, laissons le côté du premier match. Vous m'avez écouté. Tout à l'heure, j'ai développé. Je dis, quand je regarde le titulaire jouer, l'écart, il est grand. D'accord. Et deuxièmement, sur le plan défensif, c'est vrai que Chester a montré de bonnes aptitudes. Mais on n'a pas vu son explosivité par rapport à l'appui offensif. D'accord. Et là, Ghislain excelle beaucoup. Et vous savez, de plus en plus, on s'appuie beaucoup sur nos latéraux. On peut souvent les utiliser en piston. Donc, sur ce point, on n'a pas vu en tout cas les aptitudes que devrait développer Chester. C'est ce que nous disons. Maintenant, le fait de le dire, c'est pourquoi je voulais paraphraser le téléspectateur qui vient d'appeler. En disant qu'ils sont en danger, c'est juste une invitation pour qu'ils se relèvent vite, pour qu'ils redoublent d'efforts. Parce que malheureusement, c'est qu'est la vérité. En sélection, tout va vite, vous comprenez? Donc, quand vous avez souvent l'opportunité d'avoir des opportunités, il faut les capitaliser. Il est évident qu'un match, c'est beaucoup trop tôt pour envoyer une sentence définitive. Mais sur ce que nous avons vu, les commentaires qui s'imposent à nous sont ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Avant de vous donner la parole, nous avons un autre appelant, si vous le permettez. Je suis allé demander, qui nous appelle un peu de trop loin. Bon, c'est vrai même si c'est en Afrique. Monsieur Teddy, qui nous appelons du Gabon. Vous appelez de quelle ville, s'il vous plaît? Libreville, Lambaréné? Bonjour, moi c'est M. Titi, j'appelle de Libreville. D'accord, vous appelez de Libreville au Gabon. Alors nous vous écoutons sur le sujet. D'abord, bonjour à M. Charles Demandé, à l'autre côté. Bonjour. Oui, salut. Monsieur Mathieu Blé, oui. Bonjour, en fait, c'était pour revenir aussi sur le cas de Nicolas Pépé. D'accord. Voilà, mais la question n'est pas sur Nicolas Pépé. Est-ce que des joueurs sont en danger après cette fenêtre du mois de mars? Mais justement, les joueurs sont en danger. Ils n'ont pas de danger lorsqu'il n'y a pas de... Le rendement, c'est pas ça. Oui. Voilà, donc je reviens un peu sur le cas de Nicolas Pépé. C'est un joueur que tout le monde apprécie, mais arrivé à un moment, on a comme l'impression que... Allons-y, hein. Voilà, on a comme l'impression que Nicolas Pépé, depuis un moment, ce n'est plus trop ça. L'équipe nationale, on ne vient pas à l'équipe nationale pour chercher à prendre des joueurs. Nous, on vient à l'équipe nationale, c'est qu'on est prêt. On prend des joueurs à 100%. Donc, je pense bien qu'il arrive un moment, si ça ne va pas, Nicolas Pépé et puis Boga et Bamba, on doit les revoir. Et je souhaite aussi, on fait monter le petit Akbar Clément. Un bon latéral qui peut aussi nous servir. Parce que Chester, il est bon, comme je l'a dit, on va le juger 5 matchs. Mais je pense bien qu'on doit donner la chance à Akbar Clément. C'est une bonne émission à vous. D'accord, merci à vous, M. Teddy, qui nous appelle donc du Gabon, de Libreville. Alors, en parlant du dernier, il avait cité aussi ces 3 joueurs. Idrissa Doumbia, il dit par exemple que lui aussi également, il n'a pas marqué de points. Lui, par contre, il a eu quelques temps de jeu, même s'il n'a pas eu plein de titulaire, mais il rentre toujours quand c'est chaud, là. Oui, mais justement, parce que quand tu regardes un peu ce garçon, il faut quand même beaucoup d'indulgence. J'ai dit, je m'explique. Voici un garçon contre l'Uruguay qui a joué 7 minutes. Mais peut-on juger un joueur en 7 minutes? Honnêtement, 7 minutes contre l'Uruguay. Contre le Bénin, 19 minutes. 19 minutes contre le Bénin. Non, 12 minutes contre le Bénin. 7 contre l'Uruguay, 12 contre le Bénin, 19 minutes sur l'ensemble des 2 matchs. Honnêtement, moi, je vais voir ce garçon-là titularisé une fois avant de le juger. Voilà pourquoi je dis,
il faut faire attention. Il n'a jamais été titulaire dans cette équipe-là. Sur les 2 matchs-là, c'est 19 minutes de jeu. Donc, en 19 minutes, peut-on juger un joueur? Je dis non. Moi, je veux le voir titulaire. À partir de là, comme... Mais là, vous allez vous faire raquiller. Parce que Diallo Chassé a été titulaire aussi hier également. Ouais, mais justement, Diallo Chassé, on l'a vu. Ils doivent jouer combien de matchs finalement? Non, pas forcément. Mais attends, à partir de 19 minutes, tu ne veux pas décapiter un joueur? Attends, il faut être quand même quelque chose de réaliste. Voici ces arguments. Voilà. En 19 minutes, on ne peut pas juger un joueur. Quand 19 minutes, tu ne peux pas décapiter un joueur? C'est moi qui ai souligné le cas Idrissa Doumbia. Non, nous vous écoutons. Mais je dois aussi avouer que malheureusement, ce serait trop tôt pour le juger. Ah. Non. Vous savez, c'est pas parce qu'on a un tas de débats et qu'il faut renverser lorsqu'il n'y a pas moyen de renverser. J'ai souligné son nom parce que, au jour d'aujourd'hui, Jean-Michel Seri, c'est vrai qu'il rend service, mais comme moi je dis toujours, Mika, il va de plus en plus vers la porte de sortie. Et ce port de sentinelle, il est fondamental pour les éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord, là-dessus on a compris, il n'y a pas de souci. Autant dès maintenant titulariser le Doumbia Idrissa pour qu'on sache véritablement de quoi il est capable pour parler au plus pressé. Donc à partir de là, il reste quelqu'un qu'on doit suivre méticuleusement pour un peu plus tard tirer des conclusions. Il n'y a pas de souci. Donc continuons. Doumbia Idrissa n'est pas en danger. Voilà, n'est pas en danger. Donc en conclusion, il enlève de sa liste noire, entre guillemets. Hein. Entre guillemets. Voilà, parce que après aussi, Guéladoué face à face. Non, je viens. Parce que après aussi face à au Bénin, Guéladoué n'a joué que 5 minutes. On a vu la pleine étendue de son talent. Ça, il faut que ça soit oublié. Oh là là. Et M. Faye doit-il user de psychologie? Papa, ces cas-là, ces cas énumérés, Jonathan Bamba, Nicolas Pepi. Non, mais pas forcément. Ils ont vu psychologie, mais de management. Dans son management, c'est là on va voir aussi les qualités. En quoi faisant concrètement? Non, c'est le management, c'est lui qui choisit ses joueurs, c'est lui, mais son discours, ça dépend du discours qu'il va tenir aux joueurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas facile pour lui parce qu'il est en face, il a un vivier qui est très important, il a beaucoup de joueurs de qualité. C'est à lui maintenant de faire les bons choix, c'est à lui de tenir le discours qu'il faut. Parce qu'un entraîneur aussi, c'est le management, c'est le discours qu'il faut. Donc sa façon de tenir le discours, de manager son équipe, va faire la différence. C'est bien cela, comme il le dit, très rapidement. C'est un psychologue déjà. Quand vous voyez comment il gère ces 2 rencontres, c'est pourquoi il n'a pas été, je vais dire, très très ferme lors du premier match, que certains ont taxé de match catastrophe. Parce que là, il a su bien souligner, on avait des événements. Et là, il a mis une équipe qui pensait la plus conquérante et il a fait le résultat. Vous savez, l'utilisation de son effectif, je pense que Emerse Faé est un très bon psychologue et tout entraîneur est naturellement d'abord un psychologue. Un entraîneur qui n'est pas psychologue, ça passe sa place sur un banc de touche. D'accord. Allez, des champions d'Afrique se sont-ils mis en danger pour les prochaines échéances lors de cette fenêtre du mois de mars? Vous avez répondu oui pour 34% et non pour 66%. Donc, ce qui est clair. Voici donc, c'est ici qu'on ferme votre talk show du jour. Alors, je vais demander où Mathieu Blé, selon vous, qui a été donc le plus convaincant, sur l'adresse notre page Facebook officielle de la 3 pour trancher. Merci à vous, je vais demander. Merci. Merci à vous, Mathieu Blé. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Allez, bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.